préambule, vous utilisez une phrase de Jean-Claude Porcet. L'objectif, c'est de débusquer tous les obscurantismes dans une perspective d'émancipation. J'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase. Débusquer les obscurantismes, c'est l'objectif central du rite français. Et en cela, on rejoint un petit peu ce qui se disait au XVIIIe avec le baron d'Holbach, qui se proposait d'arrêter, d'en finir avec toutes les fadaises, les augustes fadaises. C'est-à-dire en gros que notre perspective aujourd'hui, c'est de redonner au rite français l'esprit qu'il a au départ, qui est immensément ou éminemment politique. Politique au sens social, sociétal du terme, pas politicien. Et donc l'idée, c'est d'arriver à retrouver l'essence même qui fait que nos ancêtres, d'il y a 3 siècles, ont réussi à mettre sur pied un système maçonnique qui correspondait aux objectifs politiques du XVIIIe siècle de ceux qui, au XVIIIe siècle, souhaitaient faire évoluer la société. Qu'est-ce que ça aujourd'hui? Eh bien, le rite français, partout où il est pratiqué, c'est-à-dire dans 25 grands chapitres généraux dans le monde, c'est de réussir à trouver non pas un modèle unique, comme d'autres rites pourraient le proposer, d'essayer de trouver en liaison dialectique avec la réalité culturelle de chacun des peuples auxquels le rite s'adresse, les éléments qui permettent de construire les conditions de l'émancipation des peuples. Émancipation de toute tutelle, c'est-à-dire des tutelles religieuses, des tutelles idéologiques, et des tutelles politiques. C'est-à-dire, par exemple, qu'il est très difficile de concevoir qu'on puisse accepter qu'un chef d'État soit grand maître. Il y a eu 9 versions du rite français. Ouais. Pourquoi cet aller-retour entre le rite français symbolique, Murat, le rite français sociétal, amiable, le rite français déiste et anticlérical, Blatin, le rite français traditionnel, René Guilly, et voire pourquoi pas le rite marxiste et philosophique de 1969? Bien, d'abord, ça permet de mettre en évidence le fait que ce qu'on observe dans l'histoire, ce n'est pas une donnée idéologique, ce qu'on observe dans l'histoire, c'est que ce rite a une grande plasticité. C'est par là cette capacité qu'il a à rendre compte des phénomènes idéologiques, pour le coup, ou sociaux de son temps. C'est ainsi qu'il y a à la fois la fidélité aux origines, d'où ce logo que j'ai affiché derrière moi, qui est le premier logo du Grand Chapitre Général de France, dont on remarque aisément, et ça ne vous a pas échappé, mon cher JC, qu'il y a comme une connotation christique. Bon, parce qu'au départ, lorsque la franc-maçonnerie se crée, se structure à partir du début du XVIIIe siècle, il y a effectivement la nécessité de croire en Dieu. Ce n'est pas une nécessité idéologique, c'est une obligation. Les Anglais sortent de 150 ans de régime de l'obligation de croire au Dieu du souverain. Et quand ils en sortent, la première chose qui leur apparaît, c'est qu'ils sont libres, libres de leur conscience. Et la première conception de la liberté de conscience, c'est celle de pouvoir choisir la divinité que l'on va révérer. Non pas de choisir de ne pas en avoir. À l'époque, on ne peut pas. Il faudra attendre 1877 et la décision fondamentale du Grand Orient de France qui ne rend plus obligatoire la croyance en un Dieu. Non pas qu'il interdise de croire, mais il supprime l'obligation de croire. Donc ça, c'est un revirement essentiel, fondamental, qui, d'une certaine façon, change le paradigme maçonnique. Et puis, il va y avoir une deuxième décision importante, qui est celle de 1887, où on ne va plus rendre la perspective maçonnique dans un bonheur au-delà, comme pouvait le rendre l'obligation de croire en une divinité, mais le bonheur de l'humanité ici et maintenant. Et ça, c'est une véritable révolution. Bon. Dans l'aspect historique du rite français, vous parlez, en parlant des ordres de sagesse, d'une éclipse, une éclipse de 150 ans. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu éclipse parce que guerre avec un autre rite, je pense au rite écossais ancien accepté, ou guerre entre les ordres de sagesse
et les 3 premiers grades de la maçonnerie? Ok, ça c'est une question qui me semble, enfin, que je trouve essentielle. C'est-à-dire que quand je parle de 150 ans d'éclipse, on va situer deux périodes. Pour le cumul, peut même aller au-delà de 150 ans. La première période, c'est celle du 19e siècle, où, et notamment de la période napoléonienne. Le rite français, à l'époque, est encore soumis, je parle du 17e, la fin du 17e, est un rite qui va tour à tour être accepté et mis en difficulté par les pouvoirs en place. Et lorsque la Révolution intervient, on voit qu'il y a une énorme suppression de loges. Hein. Au lendemain de la terreur, les loges françaises sont peu nombreuses. Et lorsque va se reconstituer la franc-maçonnerie, ça va être avec l'aide, entre guillemets, l'aide de l'empereur, Napoléon Ier. Et donc, Napoléon va comprendre tout l'intérêt qu'il peut trouver dans le fait de privilégier un rite sur un autre. Et donc, il va, avec l'aide de son archi-chancelier, Cambacérès, mettre en place, en fait, l'aspect primordial du RE2A. Alors, c'est surtout au niveau des grades après la maîtrise que ça va s'observer. Et donc, on va avoir une éclipse très importante du rite français. Au point, par exemple, que lorsqu'on lit le Ligou, l'excellent dictionnaire maçonnique, on va s'apercevoir que la quasi-totalité des dignitaires du Grand Orient de France sont 33e degré du RE2A. La quasi-totalité. Bon. Ça, c'est une première séquence. Il y en a une seconde. C'est après la libération. Au lendemain de la libération, encore une fois, la maçonnerie est quasiment exsangue. Alors là, je parle de toutes les obédiences, bien entendu. Il va falloir reconstruire les effectifs de la maçonnerie. Et au niveau du Grand Orient, le grand maître à l'époque, qui a tant bien que mal maintenu l'existence dans la clandestinité du Grand Orient, Francis Villot, est également très puissant souverain, grand commandeur du RE2A. Et il va, pour reconstruire les effectifs du Grand Orient, passer avec l'obédience une convention entre le Grand Collège des Rites, l'instance qui gère toutes les juridictions de grade après la maîtrise, et le Grand Orient, structure qui gère les 3 premiers grades, une convention qui érige le Grand Collège des Rites en quasi-obédience, et surtout qui va lui octroyer la totalité des pouvoirs de gestion des grades au-delà de la maîtrise. Et il faudra attendre, c'est une convention qui est signée en 1946, et il faudra attendre 1999 pour que le grand maître de l'époque, Philippe Guglielmi, mette un peu d'ordre dans tout ça, supprime les effets de la convention avec le Grand Collège des Rites et redonne à chacune des 5 juridictions de grade post-maîtrise une autonomie. C'est ainsi que se redéveloppe le grand chapitre général de rite français. Pourquoi, dans cette continuité, une reprise des mythes bibliques si on considère que l'être humain doit rester au centre de toute chose? C'est la question qui se posait lors de la réécriture ou de la remise en route, en ordre de 1998-1999. La question était la suivante, quel rite prend-on? Est-ce que l'on reste fidèle au régulateur de 1801 avec la conception christique des grades post-maîtrise, c'est-à-dire en gros la passion du Christ jusqu'au 4e ordre, ou bien est-ce qu'on réécrit? Alors, on s'en est sorti, enfin, ils s'en sont sortis, moi j'ai rejoint que peu d'années après cette période-là, de la façon suivante. On maintient les récits dits historiques dans chacun des ordres et on ajoute un précepte. Et la conjonction des deux, et on verra que ça c'est valable pour le premier, deuxième, troisième, mais pour le 4e ordre, ça va changer de perspective. On va trouver à faire travailler chacun des ordres à partir du récit historique et du précepte. Par exemple, le premier ordre, le précepte, c'est de la vengeance à la justice. C'est pas simple, c'est une donnée pas simple du tout, surtout lorsque l'on part du récit
historique du premier ordre. Eh bien, toute la difficulté et tout l'intérêt, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait 4 petits bouquins sur les 4 ordres, sur la pratique des 4 ordres, c'est de trouver comment aujourd'hui la progression dans les 4 ordres, qu'on pourrait appeler la hiérarchie des devoirs, l'étude de la hiérarchie des devoirs du maître maçon, comment on va travailler le contenu de chacun de ces ordres à partir à la fois du récit historique et du précepte. Et donc ainsi construire ou découvrir pour soi-même, en fonction de ce qu'on vit dans la société ou de ce qu'on analyse de la société, les devoirs du maître maçon. Quelles sont les grandes différences entre le rite français et le rite écossais ancien accepté? Et que peut-on dire, en fait, il y a deux questions, et que peut-on dire du cinquième ordre, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent? Est-ce que c'est un ordre final ou un ordre sommital? J'ai fait, il y a une quinzaine de jours, une conférence au temple Franklin Roosevelt ou de la Grande Loge de France sur l'esprit du rite français. Et j'ai trouvé que c'était une démarche très intéressante à la fois des frères qui m'ont invité, c'est la loge de recherche Jean Scott Érigène, et des questions que les frères m'ont posées. Parce que ça m'a obligé à faire le point, honnêtement, sur le respect mutuel, qui doit être la règle chez les francs-maçons. Même si il est vrai que lorsque l'on a commencé à reconstruire le rite français des hauts grades, on s'est aperçu qu'on nous avait quand même un petit peu chippé notre patrimoine initiatique pendant ces 150 ans. Et donc, bon, il y avait un certain ressentiment. J'ai personnellement au début, puisque ça fait maintenant un certain nombre d'années que je pratique le rite français, j'ai aussi moi-même participé à cette bataille. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être clair. L'état de la société ne permet pas qu'on puisse continuer cette bataille qui a eu sa raison d'être à un moment donné, mais qui aujourd'hui, me semble-t-il, ne l'est pas. Et tout le travail que nous avons fait avec les frères de Jean Scott Érigène, c'était de se poser des questions. On a, comme on le fait là maintenant, posé beaucoup de questions. Mais c'était à la fois dans l'intitulé des questions, me respecter, et moi, dans les réponses que j'étais amené à faire, à les respecter. Et je crois que ça va me permettre de faire le passage avec votre deuxième question. C'est le message que nous a envoyé Rottier de Montalot en créant le cinquième ordre. C'est-à-dire que pour Rottier de Montalot, le cinquième ordre, c'est le stade non pas sommital, mais le grade terminal. C'est-à-dire que le processus initiatique, il va jusqu'au quatrième. Ça, c'est l'ordre sommital, initiatiquement parlant. Et le cinquième ordre, fidèlement à ce que souhaitait Rottier de Montalot, c'est en fait créer un espace maçonnique commun à tous les systèmes physiques et métaphysiques. C'est comme ça qu'il s'exprime. À l'époque, il n'existait pas beaucoup d'obédience, mais aujourd'hui, il en existe pléthore, on va dire. Et donc, c'est un véritable pari de parler du cinquième ordre aujourd'hui. Est-ce qu'on doit continuer de le faire, chacun, pour les obédiences qui pratiquent le rite français, chacun dans son coin, chacun ayant son cinquième ordre, et donc en excluant ceux qui ne sont pas du rite français, donc des systèmes, on parle Rottier de Montalot, ou bien considérer que le défi des maçons aujourd'hui, chose que je pense profondément, c'est de se donner un espace commun où tous ceux qui ont, tous ceux et toutes celles qui ont atteint, qui ont fait tout le parcours initiatique de leur obédience, soient à même de parler philosophie de la maçonnerie ensemble. Eh bien, Gérard Contremoulin, merci pour cette conclusion. Merci pour cette proposition de rassembler ce qui était part à une époque où la maçonnerie en a bien besoin.